L'Ukraine n'a pas la puissance de frappe unique pour éliminer la Russie. Mais c'est bon, l'Ukraine est rapide, innovante. Elle était capable de réaliser plusieurs frappes en succession rapide qui déciment les installations clés russes, affaiblissant au passage la machine de guerre du président Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce qu'elle a fait pendant le week-end. Quelques heures après le somptueux défilé de la journée de la victoire, organisé par Poutine devant d'importants leaders mondiaux. Une série de frappes de drones ukrainiens a laissé le leader russe furieux et exposé. L'Ukraine vient d'envoyer un message que la Russie ne pourra jamais se cacher de la rétribution de l'Ukraine. Le 11 mai a apporté des nouvelles d'un trio de frappes massives de drones, la première se concentrant sur un tout nouvel atelier que la Russie a créé dans la région de Tula, surnommé l'usine de Shiglovsky Val. Cette installation était responsable de la construction de quelque chose dont la Russie a désespérément besoin des systèmes de défense aérienne, Pantsir S-1. Nous verrons bientôt en quoi ces systèmes sont essentiels au plan de Poutine. Les images satellites montrent que la frappe de drones ukrainienne a eu lieu le 7 mai, un jour avant le supposé cessez-le-feu de Poutine. L'atelier n'est plus qu'un tas de décombres au sol. Poutine sera furieux car les travaux n'avaient été achevés qu'en mars 2025. Donc la Russie a eu moins de 2 mois d'utilisation avant que l'Ukraine ne détruise l'atelier. Les images satellites révèlent la destruction complète de la nouvelle extension de l'usine. Une énorme zone noircie est également visible sur les images, suggérant que les drones ukrainiens ont provoqué un incendie, après impact que la Russie n'a pas pu éteindre facilement. Cependant, ces images n'apparaîtront pas sur Google Maps. L'installation détruite par l'Ukraine est si récente que Google n'a pas encore mis à jour ces images satellites. L'Ukraine a de nouveau ciblé cette installation, détruisant cette fois-ci la nouvelle extension. En janvier 2024, elle a de nouveau frappé l'usine de Shiglovsky Val avec un drone, provoquant des incendies et plusieurs explosions dans l'installation. Pour aggraver la situation de Poutine, l'Ukraine a détruit d'autres installations, en plus de Shiglovsky Val le 7 mai. Ce qui s'est passé dans cette usine faisait partie d'une frappe de drone plus large qui a également visé une paire d'autres entreprises de défense à Tula, NPO Splav, et le Joint Stock Company, Konstruktorsko et Bajoro Priborostorinaia, ou KBP. Nous ne savons pas encore grand-chose sur le succès de ces frappes. Toutefois, les deux installations, liées au géant de la défense russe Rostec, produisent des armes. NPO Splav produit des lance-roquettes multiples, des missiles et des lance-flammes lourds. KBP fabrique des armes guidées de précision, de l'artillerie aux missiles utilisés dans les systèmes de défense aérienne russes. Cependant, le point fort du premier des 3 combos de drones de l'Ukraine est de prendre pour cible une usine qui construit le Pantsir S-1. Pourquoi ? Ce système de défense aérienne complique considérablement l'envoi de drones et de missiles vers Poutine par l'Ukraine. Surnommé Surface Air 20, 2 Greyhound par l'OTAN, le Pantsir S-1 combine une douzaine de missiles guidés solaires, ou Surface Air M 57E6, avec une paire de puissants canons automatiques de 30 mm 2 à 38 nœuds, ce qui en fait une menace évidente pour tous les drones ou missiles entrants. Le système est équipé d'un radar multiporté qui lui permet de détecter des cibles aériennes à une distance d'environ 20 miles. Le radar suivant ensuite ces cibles. Les missiles du Pantsir 1 peuvent atteindre leur cible à environ 15 miles. Ces missiles peuvent atteindre des avions à une distance de 12,4 miles et à une altitude de 6,2 miles. Le système peut éliminer les missiles de croisière subsoniques, les missiles à haute vitesse et les drones, mais doit les laisser s'approcher davantage que les avions avant de pouvoir les atteindre. Si les Surface Air missiles échouent, la paire de canons automatiques de 30 mm, 2-38M, envoie des salves de balles sur une cible et est capable de toucher tout ce qui tombe dans leur portée de 2,4 miles. Les missiles de défense aérienne sont intéressants. Ils sont disposés en 2 tourelles de 6 missiles intégrés au système, chacune ayant un corps bicalibre qui en fait des armes à 2 étages. Le premier étage du missile du Panzer S-1 contient un propulseur permettant une accélération rapide dans les 2 premières secondes après le tir. Après avoir atteint la vitesse requise, le propulseur se détache, laissant l'étage de maintien. Cette étape contient la tête d'ogive du missile, et à la fois un transpondeur radio et un répondeur laser qui se combinent pour permettre le guidage en vol. Cependant, le missile n'est pas équipé de son propre chercheur, les données de guidage pour les frappes précises étant transmises par lien radio. On pense que chaque missile a une probabilité de toucher entre 75 et 90%, ce qui rend une salve d'entre eux tirée sur une seule cible mortelle. L'arme est aussi mobile. Les forces de Poutine déplacent leur Pantsir S-1 avec des camions Ural de 10 tonnes 5323, pouvant transporter les tourelles, composants et équipages du système. Cela permet à Poutine de redéployer sa défense aérienne vers les zones les plus à risque d'être ciblées.
Le système Pantsir S1 s'est révélé tellement précieux que plusieurs pays en achètent régulièrement à la Russie, plutôt que de simplement les installer de façon permanente. Parmi ces pays figurent Oman, la Serbie, la Syrie, le Vietnam, l'Irak et l'Iran, qui achètent surtout une version bas de gamme du système, destinée à l'export. Le Pantsir S1 est donc essentiel à la défense aérienne russe. En détruisant la nouvelle usine dédiée à la production de ces armes, l'Ukraine a porté un coup aux défenses aériennes russes. Cela compte, car moins de Pantsir S1S, au sol, signifie plus de voies aériennes, que l'Ukraine peut exploiter pour envoyer plus de drones et de missiles à l'avenir. C'était une frappe prospective. Éliminer l'usine Pantsir S1 aujourd'hui. Et l'Ukraine ouvre la voie à des attaques de drones encore plus dévastatrices à l'avenir. Le premier coup de l'Ukraine, dans sa combinaison de 3 coups, a déjà ébranlé la Russie. Poutine vient de perdre une extension d'installation dans laquelle il avait investi des dizaines de millions de dollars, ainsi que probablement plusieurs Pantsir S1 prêts à l'expédition. Étant donné que chacun de ces systèmes coûte quelque part entre 13 millions et 15 millions de dollars, l'Ukraine vient de porter un coup qui a affaibli la Russie à la fois militairement et financièrement. La situation empire pour la Russie. Alors que la région de Tula était bombardée par des drones, Moscou a également été ciblé par une attaque similaire. Encore une fois, l'attaque a eu lieu le 7 mai, apparemment, dans le cadre d'une attaque aérienne coordonnée avec l'Ukraine, cette fois visant l'usine de munitions NBO Basalt, dans la région de Krasnomisk à Moscou. Militani a rapporté sur la frappe, notant qu'il a obtenu des images du groupe de renseignement open source Cyberborochino, qui semblaient indiquer l'impact de la frappe de l'Ukraine. La fumée obscurcit une grande partie de l'image, indiquant un impact direct par d'énormes panaches de fumée. La fumée se dissipe, révélant brièvement ce qui semble être son usine de munitions gravement endommagée. Des vidéos de témoins oculaires sur les lieux semblent montrer au moins 3 explosions secouant l'installation russe, qui appartient à Rostek. Tout comme les installations prises dans les frappes secondaires à Tula, cette attaque de drone importe pour 2 raisons. L'entreprise qui a été touchée et l'arme que l'Ukraine vient de retirer du ciel. MPO Basalt, filiale de Rostek, exploite des usines de recherche et des installations de production pour développer, produire, moderniser et éliminer des munitions. Pour tous les composants de l'armée russe, c'est un poids lourd de la production militaire, fabriquant des obus d'artillerie, bombes aériennes, armes anti-chars et mortiers. En somme, MPO Basalt se spécialise dans les explosifs. C'est pourquoi la frappe de drone du 7 mai de l'Ukraine entre en jeu au-delà de ces munitions explosives assez standards. On pense que l'usine de Moscou de MPO Basalt fabrique des ogives de 50 kg pour la horde de véhicules aériens sans pilote Shahid fabriqués en Iran, ou UAV, que Poutine utilise pour bombarder l'Ukraine avec ses propres assauts aériens. Plus précisément, cette ogive est l'OFZB-STH 50, qui est une munition à fragmentation à haute explosivité qui a également des qualités incendiaires. L'ogive frappe fort et cause beaucoup de dégâts. L'Ukraine a éliminé une importante installation de production russe, réduisant considérablement l'efficacité des drones Shahid de Poutine. Concentrons-nous sur les Shahids, principalement le Shahid 136 que Poutine utilise. Il peut servir à la fois de munitions en attente et de drones kamikazes. Le Shahid 136, construit en Iran et dévoilé en 2021, est équipé d'ogives récemment détruites par l'Ukraine. Depuis, il a beaucoup servi. L'Iran le fournit en grande quantité à la Russie et aux Houthis au Yémen. En mars 2025, l'Ukraine pense que la Russie a lancé 15 011 drones de type Shahid sur ses principales villes et installations militaires, faisant de l'installation NPO Basalt. L'Ukraine vient de détruire un rouage clé de la machine qui équipe ces drones de leur puissance de feu explosive. La conception du Shahid 136 utilise la configuration d'aile delta, avec des gouvernails stabilisateurs en haut et un moteur à l'arrière du fuselage. Mesurant 3,50 m et pesant seulement 200 kg, il est petit et relativement léger. Il permet d'amener le drone à destination. Le Shahid 136 est équipé d'une combinaison de Global Positioning System de qualité commerciale et d'un système de navigation inertielle. Bien qu'il ne soit pas le drone le plus précis au monde, cette combinaison de caractéristiques de navigation permet généralement à la Russie de guider avec succès ses Shahids vers les cibles qu'elle souhaite frapper en Ukraine. Le moteur de 50 chevaux du véhicule aérien sans pilote est suffisant pour le propulser à une vitesse maximale d'environ 114 miles par heure. Sur une portée allant jusqu'à 1553 miles, cela fait du Shahid 136 l'une des armes à longue portée les plus utiles que Poutine a dans son arsenal. Peu coûteux à produire, il est déployable massivement. Et jusqu'à la frappe de drone réussie de l'Ukraine, il pourrait être équipé d'une ogive explosive qui cause de sérieux dommages.
Même lorsque la Russie n'utilise pas le drone pour attaquer, il peut être équipé d'une caméra, devenant un outil de reconnaissance efficace. L'Ukraine ne peut guère faire plus qu'abattre les drones lorsqu'elle les détecte pour contrer leur usage secondaire. Quant à l'utilité kamikaze du Shahed 136, l'assaut de drones du 7 mai de l'Ukraine vient de porter un coup énorme à la capacité de Poutine à armer sa horde de véhicules aériens sans pilote. La Russie a les moyens de remplir ses Shahed 136 avec des explosifs. D'autres peuvent remplacer ceux construits à l'installation NPO Basalt. Cependant, chaque installation détruite équivaut à moins de drones Shahed dans le ciel et coûte des millions de dollars à Poutine. Ne sous-estimez pas ce que l'Ukraine a accompli avec les 2 premiers coups de sa combinaison de 3 coups de drone. En détruisant une installation de production de Pantsir S1, l'Ukraine a affaibli les défenses aériennes de la Russie. L'attaque contre l'usine de fabrication d'explosifs pour drones a réduit la capacité offensive russe. Et cela nous amène à la 3e attaque de drone que l'Ukraine a lancée contre la Russie, 4 jours après les 2 premiers coups. La frappe visait la région de Bryansk, plus précisément l'usine d'électronique radar Strela dans cet oblast frontalier. United 24 média rapporte que l'attaque a provoqué un incendie massif, dévasté l'un des principaux bâtiments de production de l'installation de Bryansk, en plus de détruire au moins l'une de ses zones de stockage. Cette attaque va vraiment enrager Poutine. L'installation de Bryansk était située à seulement 6 Point, à 2 miles de la frontière ukrainienne, exposant à quel point la Russie défend mal les régions qui sont bien à portée des drones à courte portée de l'Ukraine. L'usine Strela est cruciale, car elle remplissait des contrats de défense pour Poutine, ce qui était connu. L'installation a également des liens étroits avec Rostek. Un modèle se dessine avec ses frappes. Il est clair que l'Ukraine a identifié plusieurs rouages clés dans la machine de fabrication de Rostek, et a décidé de tous les éliminer en 4 jours. L'usine Strela est spécialisée dans la fabrication de composants radio et radar, tels que les bobines, les chocks, les transformateurs et les filtres d'interférence. Ces composants étaient ensuite envoyés à d'autres fabricants de défense, qui les utilisaient pour construire tout, des drones Shahed fabriqués en Russie au système de défense aérienne, TOR. Nous en saurons plus sur ce système dans un instant. Strela fonctionnait constamment. L'usine avait achevé 124 contrats, émis par le gouvernement au moment où elle a été détruite, représentant 2,1 millions de travail. De plus, comme observé à l'usine de Tula, ce n'était pas la première fois que l'Ukraine ciblait Strela. Le 4 mai, Strela a été touché par des drones ou des roquettes, provoquant d'épaisses fumées s'élevant des bâtiments de production et administratifs. Cette frappe a blessé 2 agents de sécurité. L'attaque survenue quelques jours après semble avoir neutralisé Strela. Militani a également un rapport sur l'attaque de Strela, notant que les images satellites de la scène indiquent que l'usine de production de l'installation a été complètement détruite par un incendie. Il a aussi mentionné une autre attaque sur l'installation le 30 novembre 2024, endommageant les installations de production, un entrepôt et un bâtiment administratif. Peut-être que cette attaque était un test pour l'Ukraine pour voir si elle pouvait frapper Strela. Après avoir réalisé sa capacité, l'Ukraine a lancé des frappes de suivi plus puissantes sur l'installation. Que signifie la perte de Strela pour la Russie ? Potentiellement, cela conduit à moins de TOR M2S du pays qui arrivent sur le terrain. Comme le Pantsir S1, le TOR M2 est un système de missiles de défense aérienne à courte portée qui envoie des volées de missiles sur les cibles aériennes entrantes. Le système est un peu plus faible que le Pantsir S, car il manque le canon de 30 mm et a 2 lanceurs, chacun capable de contenir 4 missiles en position verticale prêts à tirer. Cependant, être un peu plus faible qu'un autre système de défense aérienne ne rend pas le TOR M2 inutile. Il est capable de tirer à la fois des missiles 9M3, 3-1 et 9M3-3-2 qui utilisent tous deux une conception de fuselage tubulaire qui les rend suffisamment profilés pour se déplacer rapidement dans l'air. Le TOR-M-2 est également conçu pour le combat rapproché. Sa portée maximale est d'environ 7,4 miles et il peut atteindre des cibles jusqu'à 6,2 miles d'altitude. Le TOR-M-2 peut suivre jusqu'à 48 cibles simultanément, ce qui est une fonctionnalité très utile, malgré l'incapacité du système de défense aérienne à éliminer ces 48 cibles. Avec ses 8 missiles, il peut transmettre ses données de ciblage à d'autres systèmes de défense aérienne, capables d'éliminer les menaces entrantes. Comme le Pantsir S1, le TOR-M-2 est mobile et peut être monté sur des véhicules pour être déployé, où la Russie en a besoin. Cette fois, le véhicule est un MZKT 6922, qui est semi-blindé pour protéger son équipage des petites armes, du feu et des éclats d'obus. Sur la route, et chargé avec le TOR-M-2, ce véhicule peut atteindre 49,7 miles par heure, lui permettant d'échapper aux tirs d'artillerie lents. L'Ukraine pourrait potentiellement utiliser des drones kamikazes pour neutraliser ces véhicules, comme elle l'a fait contre les chars et blindés russes durant la guerre.
le défi pour l'Ukraine est de faire opérer ces drones suffisamment longtemps en Russie pour détruire ces véhicules. Il était bien plus facile et intelligent de simplement détruire l'usine qui fabrique les composants pour le Thorem 2. Tout cela nous amène à une question. Qu'a donc accompli l'Ukraine avec ces 3 frappes de drones effectuées au cours des 4 derniers jours? Dans le sens pratique, elle a détruit des installations qui produisent de plusieurs armes russes vitales. La perte de Pantsir-Soness et de TORM, le DES, rend les voies aériennes de la Russie vulnérables. L'Ukraine peut maintenant envoyer sans risque des drones et des missiles dans l'espace aérien russe sans crainte qu'ils soient abattus. Et elle a moins à craindre quand ses armes à longue portée s'approchent des cibles. Elle vient de détruire 2 installations fabriquant des systèmes de défense aérienne à courte portée, aussi appelés systèmes composants four. L'Ukraine a détruit une usine fabriquant des ogives pour les drones russes, Shahid, intensifiant ainsi la pression sur la Russie. L'Ukraine a ainsi réduit la pression sur elle. En pratique, chaque tir de missile de Poutine s'accompagne de ces drones, servant de diversion ou de menace d'attaque pour causer plus de dégâts. L'Ukraine n'a pas rendu ces drones inutiles. La Russie en a encore beaucoup. Néanmoins, elle a détruit une usine, fabriquant les explosifs nécessaires à ces drones, réduisant ainsi la menace aérienne russe contre les villes et l'infrastructure militaire ukrainienne. Tous ces résultats pratiques sont essentiels. Cependant, ce que représente ce trio de frappes peut être le plus important pour l'Ukraine. Ils sont importants symboliquement, pour 2 raisons quand et où ils ont eu lieu. Quant à où, l'Ukraine a démontré à Poutine sa capacité à frapper des cibles en Russie à tout moment et presque partout, mettant en danger ses installations de production. N'oubliez pas que les cibles récemment frappées par l'Ukraine au cours des 4 derniers jours devaient être bien défendues. Poutine ne serait pas assez imprudent pour laisser ses principales usines de production militaire sans surveillance, étant donné leur importance stratégique pour son armée. L'Ukraine a démontré aux leaders russes que ces drones à longue portée peuvent contourner les défenses aériennes russes. Même si cela implique de détruire des installations existantes pour construire ces défenses aériennes, cela doit être douloureux pour le dirigeant russe. Ces frappes se sont produites avant et après le cessez-le-feu que Poutine a essayé de négocier. Lors du défilé de la journée de la victoire en Russie, 29 dirigeants mondiaux étaient les présents, notamment Xi Jinping de Chine. Ce trio de frappes constitue un message. L'Ukraine n'a pas directement attaqué le défilé. Cela aurait créé des problèmes géopolitiques, risquant d'impliquer plus de nations dans la guerre contre la Russie. Néanmoins, en attaquant les installations russes avant et après le défilé, ils ont montré aux dirigeants présents au rassemblement de Poutine qu'ils soutiennent le mauvais camp. La Russie n'est pas aussi sûre que Poutine le prétend. L'Ukraine aurait pu frapper le défilé aussi facilement que les 3 installations, si elle l'avait voulu. Ce fait restera en travers de la gorge de Poutine, alors qu'il s'adapte à la perte de 3 usines clés fabriquant des armes pour son armée. Mais que pensez-vous du trio de frappes de drones de l'Ukraine qui ont eu lieu ces derniers jours? Quel impact auront-ils sur la guerre? Étant donné le rôle crucial des installations visées, comment Poutine réagira-t-il face à la destruction de ces usines stratégiques? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'évolution de la guerre en Ukraine.